Willkommen Paul, Oui, merci, alors, ouais, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer la proposition de loi que tu as initiée sur les langues régionales. Rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore en Alsace, tu es député breton dans le groupe Liberté et Territoire et rattaché à Région et Peuple Solidaire. Et c'est ce qui nous rassemble, c'est-à-dire que nous sommes également membres de la Fédération Région et Peuple Solidaire. Et donc, c'est à ce titre-là que nous avons déjà eu l'occasion d'échanger, n'est-ce pas, Martin? Oui, tout à fait. Donc, Paul, nous sommes notamment, nous avons échangé beaucoup dans le cadre du projet de loi sur la collectivité européenne d'Alsace, où tu as défendu les amendements qui ont été déposés par Unterland, et tu as notamment défendu les amendements donc autour du droit local, d'une coopération transfrontalière renforcée, du bilinguisme, et puis aussi, tout le monde se souvient de la défense d'une notion de base qui nous est chère, c'est celle de la définition de peuple alsacien. Et donc, on se souvient le brio avec lequel tu as porté ce message dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et à vrai dire, nous avons été choqués par le peu d'engagement de la part de nos élus alsaciens sur une thématique aussi essentielle. Alors aujourd'hui, Paul, tu es de nouveau dans l'actualité avec cette proposition de loi sur les langues régionales. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que contient cette proposition de loi et quel est le contexte? oui. Alors, le contexte, globalement, il faut quand même dire qu'en France, nous n'avons pas de loi qui puisse préserver les langues régionales et qui puisse en faire la promotion. Si un certain nombre de pays ont pu le faire, et depuis fort longtemps, puisque je pense en particulier au Québec, hein, où ça s'est fait pour la défense du français, dans les années 70, il n'y a les bribes que l'on trouve dans les textes en France sont vraiment très très limitées. Et encore, ils ne concernent souvent que l'enseignement, et je dirais, ils ont été introduits en fait depuis 2012. Avant, c'était encore plus indigent. C'est pour ça que d'une certaine manière, cette proposition de loi, bien qu'elle ne soit pas aussi importante que si ça avait été un projet de loi porté par le gouvernement qui a beaucoup plus de temps pour le discuter, a le mérite d'exister. Et ce sera la première véritable loi sur les langues régionales. Pour vous dire, celle qui a été votée en 1951 était la loi d'Exxon. Et la loi d'Exxon disait en gros, on peut apprendre les langues régionales quand ça sert pour le français. Donc on voit bien j'allais dire, l'action qui était laissée aux langues régionales, en gros, c'était de servir à apprendre le français. Mais en tant que tel, pour elle, il n'y avait il n'y avait pas grand intérêt. Alors, cette loi, elle a été en première discussion à l'Assemblée nationale au mois de janvier de l'année dernière, 2020. Et l'Assemblée nationale a voté 5 articles, mais aucun sur l'enseignement. Donc, si je puis dire, le ministre de l'Éducation nationale veillait et il a demandé à sa majorité de voter contre tout ce qui était relatif à l'enseignement. Alors, sur ces 5 amendements, il y en a 2 qui touchent le patrimoine, puisque vous avez pu remarquer qu'en France, il n'y a pas de minorité reconnue juridiquement, et que les Alsaciens ne sont pas une minorité. D'ailleurs, ils sont juste des citoyens français comme les autres, comme les Bretons, comme les Basques et comme les Parisiens. Donc, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas invoquer le droit des minorités, puisque la France s'ingénie à ne pas le reconnaître, y compris dans tous les textes internationaux que la France peut signer. Donc, il nous reste quoi? Bien, il nous reste à mettre les langues dans le patrimoine. Ça tombe bien, puisqu'en 2008, un certain nombre de députés ont voté une révision constitutionnelle dans laquelle il est écrit, dans la partie collectivité locale, que les langues régionales font partie du patrimoine de la France et que donc la France ne donne pas de droit aux locuteurs, qui eux n'ont pas de droit, mais a quelques obligations vis-à-vis du patrimoine, dont celui de le préserver. Donc ça, c'est les 2 premiers articles. Vous avez ensuite un article
qui change la loi Toubon qui a été votée en 1994 et qui était soi-disant pour limiter l'action de l'anglais et l'influence de l'anglais en France, et qui aurait pu être une concurrence avec le français. Donc cette loi-là dit dans son article 21 que la législation sur les langues régionales, eh bien, la loi Toubon sur l'usage de français ne peut pas porter atteinte à la législation sur les langues régionales. Je vous rassure, en 1994, il n'y avait pas de législation sur les langues régionales. Donc, c'était un vœu pieux. C'était en quelque sorte, puisqu'il y avait des députés des sénateurs certainement, qui s'étaient émus du fait qu'on défende le français, mais que sans doute ça aurait été tourné contre les langues régionales, ils avaient bien raison d'ailleurs, eh bien, cette mention avait été mise, mais vous voyez qu'elle n'est pas efficiente. Donc, on l'a changée et on a remplacé ça par l'usage des langues régionales. Forcément, l'usage, c'est assez différent de la législation, puisque la législation, c'est en gros tout ce qui n'est pas autorisé est défendu, et l'usage, c'est tout ce qui n'est pas défendu est autorisé. Ensuite, il y a la sécurisation de toute la signalétique bilingue, parce que vous avez dû entendre parler de cette affaire de Villeneuve-les-Maglones, où en fait le maire avait mis en dessous du panneau Villeneuve-les-Maglones en entrée de bourg, il l'avait mis en occitan. Et il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit oui, mais ça va induire les gens en erreur, ça va provoquer des accidents. Il fait une procédure et le tribunal administratif accepte de poursuivre le maire et donne raison à la personne plaignante. Donc, ça a été cassé, si vous voulez, en tribunal administratif d'appel à Marseille, mais on voit bien que, en fait, il y a une insécurité. Et donc, quand vous dites à un maire, faites l'affichage bilingue, et qu'il dit oui, mais si c'est pour me trouver au tribunal, il risque de ne pas le faire. Donc, c'est évidemment une intimidation. Et puis, il y avait le 5e article concernait les signes diacritiques des langues régionales. Il faut savoir qu'une simple circulaire en 2016 du ministère de la Justice dit que désormais, pour l'état civil, eh bien, on n'utilisera que les signes diacritiques du français, de la langue française. Et donc, tous les autres signes diacritiques eh bien, ne peuvent pas être utilisés, et y compris ceux des langues régionales. Donc, je peux juste te couper. En fait, les signes diacritiques, par exemple, c'est le N sur Fanche, c'est ça? C'est le N tilde sur Fanche, c'est le I avec un accent aigu sur le I de Marty. C'est le Macron, par exemple, c'est un signe diacritique. Chez nous, ça c'est le umlaut sur le U ou le A. Voilà. C'est ça. Ou chez les Becker. C'est ça. Et donc, alors, ça avait été loin parce que la mairie de Quimper voulait un petit Finche a été inscrit à la mairie de Quimper, les parents avaient mis le tilde et le procureur de la République a demandé à la mairie d'enlever le tilde, ce que la mairie a refusé de faire, et donc eh bien, l'affaire est allée en appel à Rennes, à Quimper d'abord, en appel à Rennes, et jusqu'en cassation. Et là, le tribunal de Rennes avait donné raison aux parents, et le tribunal de cassation avait dit que le jugement était tout à fait correct, point. Donc, et le procureur continuait à dire que oui, mais tant que ce n'est pas dans la loi, on ne peut pas le faire. Donc c'est pour vous dire, je dirais, c'est vraiment, ça montre que certains juges ont une action militante anti-langue régionale, ça ne peut pas être autrement. Donc tout ça a été voté à l'Assemblée nationale, voté conforme au Sénat. Le Sénat a fait une première lecture le 10 décembre 2020. Entre-temps, il s'est quasiment passé une année parce qu'il a fallu trouver un groupe parlementaire au Sénat qui veuille bien le faire, etc. Donc ça n'a pas été tout à fait simple. Et le Sénat a réintroduit ou introduit 4 articles sur l'enseignement. Ce sont donc ces 4 articles-là dont nous allons discuter demain dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Ces 4 articles sont passés en commission des affaires culturelles. Alors, il y a un article permettant de faire de l'immersion dans l'enseignement public, c'est-à-dire de dépasser les 50%, parce que le ministère a décidé que dans l'enseignement public, on ne pourrait pas faire plus de 50% en langue régionale. Ça ne repose sur rien au niveau pédagogique, sur rien au niveau de la Constitution.
c'est une position militante de la part du ministère de l'Éducation nationale. Mais il a quand même été obligé de lâcher du lest parce que certaines régions demandent des expérimentations avec de l'immersion en maternelle. C'est le cas au Pays Basque. Donc, moi je dis, autant le mettre dans la loi. Le ministre y est opposé. D'ailleurs, il a fait comme il aurait sans doute bien aimé qu'en commission, l'article soit rejeté, mais il n'a pas été rejeté. Donc, c'est le ministère lui-même qui fait un amendement de suppression pour la séance de demain. Ensuite, il y en a un deuxième qui concerne le forfait scolaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enseignement de la langue dans votre commune, vous pouvez aller dans une commune d'à côté pour faire de l'enseignement de la langue régionale et votre maire sera obligé de donner le forfait scolaire à la mairie pour le public ou à l'école s'il s'agit d'une école sous contrat. Donc ça, c'est pour quelque part dire au maire eh bien, que tout simplement, il faut soutenir les langues régionales. Et le 75.1 a bien été écrit dans la catégorie collectivité locale. C'est sans doute pas un hasard. La Constitution, hein, 75. De la Constitution, voilà. Donc, c'est un peu technique, hein, mais on est obligé de rentrer dans la technique pour expliquer. Et puis, il y en a un dernier qui est intéressant, un troisième, qui concerne les conventions signées entre les collectivités locales et le rectorat, hein, le ministère. Et là, en fait, on donne un but. Et le but, c'est de pouvoir proposer l'enseignement de la langue à tous les élèves. Après, ce n'est pas obligatoire. Font ce qu'ils veulent bien sûr. Mais c'est pour pouvoir le proposer parce qu'aujourd'hui, en Bretagne, par exemple, vous avez à peu près 7 à 8% d'une classe d'âge qui se trouve en classe bilingue, donc qui apprend le français et le breton. Et on sait que 40% des parents souhaiteraient que leurs enfants puissent rentrer dans une classe bilingue breton-français. Donc on voit bien qu'il y a un énorme différentiel entre la possibilité d'un côté et l'envie de l'autre. Le dernier article, en fait, est sur ça réintroduit les langues régionales dans le statut de Mayotte, ça avait été oublié. Voilà. Donc c'est de ces 4 articles-là dont nous allons parler demain. Les 2 derniers ne posent pas trop de problèmes, semble-t-il. Par contre, l'immersion et le forfait scolaire a été rejeté dès la commission, par exemple. L'argument finalement des personnes qui s'opposent, par exemple, à l'immersion, les députés au gouvernement. Ben, ils en ont pas. C'est anticonstitutionnel, c'est à peu près les seuls. Ils en ont pas tellement parce que on sait bien que les élèves qui sont en immersion, en fait, sont bons dans la langue régionale et ils sont meilleurs que les autres en moyenne en français. C'est vrai partout. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de résultat qui puisse infirmer le contraire. Et d'ailleurs, le ministre ne le dira pas. Par contre, il dira que ce n'est pas possible parce que le Conseil constitutionnel, alors que le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur la constitutionnalité de l'immersion. Jamais. Il a juste dit qu'un élève ne pouvait pas être obligé à faire une langue régionale. Obligé. Oui, il ne pouvait pas être obligé, ce ne pouvait pas être une obligation, et que le fait d'être dans une classe où on faisait de la langue régionale ne l'exonérait pas de ce que l'on demande à tous les élèves de France et de Navarre, c'est-à-dire le respect du socle commun et bien sûr une bonne connaissance de la langue française. Pratiquement, qu'est-ce que ça va apporter si le projet de loi est adopté? Donc, notamment, nous espérons bien sûr que le volet sur l'immersif va être accepté. On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer demain en deuxième lecture et je pense qu'il va falloir batailler ferme. Mais pratiquement, par exemple, en Bretagne, vous avez une grande expérience des écoles d'Iwan. En Alsace, on a une expérience moins forte, mais il y a les écoles ABCM qui commencent à se monter. Pratiquement, comment ça va se traduire? Qu'est-ce que la loi va apporter pour la création de nouvelles structures, de nouvelles possibilités qui seraient offertes aux enfants? Dans le forfait scolaire, vous avez donc une source de financement pour les écoles associatives.
C'est ça qui est la principale nouveauté. Et dans le cadre des conventions qui sont signées entre les régions et le rectorat, forcément, les écoles associatives comme l'école publique sera comprise dans dans ces conventions, puisque donc ça donne une visibilité et une officialité, si vous voulez, à ces écoles-là. Maintenant, ce sujet des langues régionales, est-ce qu'il est partisan ou est-ce qu'il transcende un peu les lignes politiques traditionnelles? Est-ce qu'on, par exemple, on peut compter sur des soutiens, y compris dans la majorité, sur ces types de textes? Bien sûr, sinon la proposition de loi n'aurait pas de chance d'être adoptée. Donc, bien sûr, on peut compter effectivement sur des soutiens. Alors, les députés bretons, je sais, seront très présents, les députés alsaciens aussi. Et il y en aura bien d'autres. Il y aura des Occitans, des Basques, des Corses. Oui, ils seront là, effectivement. Ils seront là et ils font partie de différents groupes parlementaires, forcément, et de différents partis. Écoute, merci Paul. On a commencé un peu en retard, mais je sais que tu as un rendez-vous maintenant à 18h45. Donc, je vais me permettre de conclure un peu l'entretien. Merci d'avoir donné un peu de temps et puis d'avoir donné un éclairage, ton éclairage sur cette proposition de loi que tu as apportée. On rappelle bien, c'est une proposition de loi donc elle émane de toi, à différence d'un projet de loi qui, lui, émane du gouvernement. On espère qu'il ira le plus loin possible et qu'un maximum d'articles seront votés. Le combat risque d'être difficile, mais en tout cas, l'Alsace pense fort à toi et tu as toute l'Alsace derrière toi pour mener ce combat qui nous concerne tous. Oui, alors le vote conforme est toujours une idée parce que si on vote conforme, eh bien la loi sera promulguée directement derrière. On ne perd plus de temps. Voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre et certains ont compris, d'autres un peu moins. Bon, Okay. bah à bientôt alors. Merci. Merci. Paul, et à bientôt. Allez, Kenavo. Merci. Merci vielmals und viel Glück von mir. Voilà, donc Paul nous a donc laissé puisqu'il a un rendez-vous après. On peut continuer maintenant avec ce live Facebook. Peut-être s'il y a des questions qui sont en ligne. Peut-être ce qui est important de dire, et je pense que certains d'entre vous ont lu la presse ce week-end, notamment un article des dernières nouvelles d'Alsace qui était un peu curieux dans le sens où finalement on citait beaucoup de députés, mais on ne citait pas certains députés alsaciens, entre guillemets, qui ont voté en partie contre ce projet de loi. Et on ne citait pas non plus Région et Peuple Solidaire et Unterland. Et on voit aujourd'hui que s'il n'y avait pas des députés bretons, s'il n'y avait pas des partis bretons et alsaciens et notre fédération Région et Peuple Solidaire, il ne se passerait pas grand-chose sur le sujet. Je pense que cette intervention aujourd'hui sur Facebook nous donne l'occasion un peu de rappeler cette vérité qui a été omise dans cet article de presse de ce week-end. L'immersion, en fait, c'est quelque chose qui a démarré depuis assez longtemps en Bretagne, en Pays Basque. En Alsace, on est un peu plus, on va dire, dans une démarche qui est plus récente, hein, puisque ça a commencé il y a maintenant 2 ans dans les écoles ABCN. Mais ce qui est évident, c'est que ce qu'ils voient partout, c'est que les résultats scolaires sont quand même meilleurs qu'un bilinguisme paritaire, puisque l'enfant est 2 fois plus exposé à la langue régionale. Mais si on prend le cas maintenant d'une famille monolingue, ça représente 20% ou 30% de ton temps. Le reste de l'activité sociale se fait en français. Donc, la maîtrise du français n'est nullement menacée. Oui, ce qui est important à préciser, c'est que ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité qui doit être offerte aux enfants. Et encore une fois, c'est pas au détriment apprendre plusieurs langues, c'est pas au détriment une par rapport à l'autre, mais elles s'enrichissent mutuellement et ça permet de développer d'autres modèles de pensée. Et puis c'est quelque chose qui est fondamental. Concrètement, sur ces sujets, on a un point de vue qui est assez clair. Je veux dire, si on veut sauver maintenant ces langues et nos langues,
il faut mettre les politiques qui vont en conséquence. Et ça passe déjà par une co-officialisation des langues régionales, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir une communication avec l'administration et de l'administration, par exemple, en langue régionale, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser cette langue dans tous les, dans la vie courante sans que cela pose de problème. Ça passe par une généralisation de l'offre bilingue et immersive, c'est-à-dire que logiquement, on devrait avoir chaque famille qui veut avoir cet enseignement-là, proposer cet enseignement-là, doit avoir cette possibilité-là. On doit avoir une espèce de droit opposable en fait à cet enseignement-là. Et ça nécessite des outils juridiques, et ça passe par des nouvelles lois et probablement par un changement de la Constitution. Donc là, il y a une question de Laurent Roth sur comment faire pour que l'enseignement bilingue redevienne populaire et ne soit pas réservé aux élites de centre-ville. Je pense que ça, c'est un point central que soulève Laurent Roth. En effet, chez Unserland, on s'est toujours engagé pour un bilinguisme populaire et pas simplement pour un bilinguisme qui soit réservé à une petite élite. Et aujourd'hui, c'est vrai que le bilinguisme est centré sur la BIBAC, qui est une filière d'élite. Nous, ce vers quoi on veut œuvrer, c'est une réappropriation culturelle de notre langue. Donc, une réappropriation culturelle, c'est unsere Sprache, sie gehört uns. Donc, que ce soit l'allemand en écrit ou l'alsacien ou les versions dialectales à l'oral, c'est notre langue, et donc il faut une réappropriation culturelle. Et nous, notre ambition, c'est que arriver à mettre sur pied un bilinguisme populaire, pas un bilinguisme bas de gamme tel qu'il est porté, notamment, nous avons lu dernièrement dans la Zeitschrift de la CEA, que l'ambition que la CEA portait, une ambition de 400 mots de vocabulaire à la sortie de l'école pour nos jeunes. Donc 400 mots, c'est extrêmement faible. Ça ne permet nullement d'avoir une conversation, même pas le début d'une réflexion. Et donc, ça n'ouvre vraiment aucune opportunité au niveau culturel et puis après également au niveau économique pour nos jeunes. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un vrai bilinguisme avec avec la partie culturelle et également avec un vocabulaire qui permette de maîtriser 5000 à 6000 mots au moins afin de pouvoir mener une conversation courante. Une question sur y a-t-il un vrai risque que la loi ne passe pas? Là, si vous avez bien compris ce que nous a expliqué Paul Molac, c'est une proposition de loi, donc c'est quelque chose qui émane c'est une proposition qui a été faite par lui, le député Paul Molac, donc contre l'avis du gouvernement, donc théoriquement contre l'avis de la majorité. Le gouvernement pose finalement des amendements pour vider cette loi de sa substance. Donc vous l'avez tous bien compris, c'est un combat. C'est un combat, et c'est un combat qui peut être gagné que s'il y a des députés dans la majorité notamment qui n'acceptent pas finalement de s'inscrire dans la position du gouvernement, donc qui quelque part font au moins sur ce texte-là sécession vis-à-vis du gouvernement pour défendre ce sujet-là. Une question de Morgane. Admettons que le projet soit adopté, comment motiver les enfants et leurs parents à revenir vers le bilinguisme? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie coupure, il y a un gouffre culturel qui a été créé. Il y a encore 30 ans en arrière, quand on passait le Rhin, on n'avait pas l'impression de changer d'espace culturel. Aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai gouffre, et ce gouffre, il n'est pas venu de nulle part. Ce gouffre a été créé par les choix politiques qui séparent très fortement au niveau culturel des populations qui hier avaient l'habitude de se mélanger. Donc, comme l'a souligné Paul Molac, ce qui est important, c'est de donner la possibilité de revenir vers le bilinguisme. C'est déjà un premier pas. Et là, c'est effectivement la structure politique,
c'est les instances qui doivent offrir cette possibilité de revenir vers un bilinguisme vivant et ouvert. À partir de là, les parents ne sont pas fous. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et donc, à un moment donné, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'a souligné Paul par rapport aux écoles d'Iwan en Bretagne, c'est que les gens veulent mettre leurs enfants dans ces structures. S'il y a et donc si ces possibilités existent, nous sommes persuadés que petit à petit, elles se généraliseront et les gens voudront mettre leurs enfants de plus en plus dans ces structures. Et encore une fois, des structures pour du bilinguisme, non seulement du bilinguisme destiné à l'élite, mais sur toute l'échelle, y compris dans les écoles d'apprentissage, dans les bacs professionnels. Le bilinguisme, il sera nécessaire partout. Ce qu'on peut par contre voir jusqu'à présent, c'est que ces fameuses classes bilingues, notamment bilingues paritaires, sont surtout prisées par des gens qui ne sont pas forcément d'origine alsacienne, mais qui s'intéressent à l'Alsace et surtout qui ont bien compris tout l'intérêt pédagogique et puis finalement également l'intérêt économique de maîtriser cette langue. Ce qui manque aujourd'hui et ce qui est un peu la réponse également à cette question de comment faire pour que les enfants et leurs parents soient motivés par le bilinguisme, c'est des choses très simples, c'est la fierté. Unsere Spruch, unser Stolz. Voilà, il faut être fier de notre Heimat, il faut être fier de cette langue, il faut être fier de cette culture, il faut être fier de l'alsacien, du Hochdeutsch, qui sont des langues millénaires, qui ont généré des prix Nobel, des monuments de littérature. Ce sont des belles langues, et ce sont d'abord notre langue, nos langues. Voilà. Et cette fierté, à mon avis, est un élément indispensable. Parfois, en Alsace, on cache un peu cette revendication, cette idée-là derrière le mot de bilinguisme ou langue régionale, mais avant tout, voilà, on veut apprendre ce qui est la langue alsacienne, la langue allemande dans sa diversité, écrite ou parlée, d'abord parce que c'est la nôtre. D'abord parce que c'est la nôtre et qu'elle est irremplaçable. On n'a qu'une langue, on a une langue dans le sens, on a hérité que de cette langue. Oui, à ce niveau, effectivement, on peut aussi ajouter, c'est vrai que la langue allemande, c'est pas uniquement n'est pas circonscrite simplement à l'Allemagne. Aujourd'hui, la langue allemande, dans le Bund pour la Deutsche Rechtschreibung, il y a le Liechtenstein, il y a la Suisse, il y a la Belgique germanophone, il y a le Luxembourg qui sont représentés. Donc, il y a quelques nations qui sont représentées. Et l'Alsace, il y aurait avec la Moselle, si elle le désire, il y aurait toute sa place. Donc l'allemand est une langue qui nous appartient et nous avons notre mot à dire sur les évolutions de celle-ci parce que au niveau culturel, encore une fois, Gutenberg, quand il a publié sa Bible, il l'a publié à Strasbourg, il l'a pas publié n'importe où. Et donc cette langue, elle a commencé à rayonner ici. Et aujourd'hui, l'anomalie, c'est qu'elle soit complètement absente et qu'elle y soit traitée comme une langue étrangère, alors que c'est une langue quand même qui permet de couvrir en Europe 100 millions de personnes et notamment un des espaces économiques les plus dynamiques qui existent au monde. Alors on nous demande comment est-ce qu'Unserland peut peser dans la suite du débat, notamment dans la suite à donner pour l'adoption de cette loi. Clairement, notre rôle déjà, c'est de rappeler les enjeux et de le faire à travers les communications comme on l'a fait ce soir, à faire des communiqués de presse, à joindre les députés qui nous représentent pour bien leur expliquer que ce sujet nous est particulièrement important. Et puis, de toute façon, un des éléments et un des instruments principaux dont nous disposons, c'est notre participation aux élections. Très clairement, chaque voix qui est donnée en Unterland, c'est une voix qui est donnée à notre langue, c'est une voix qui est donnée pour l'autonomie, c'est une voix qui est donnée pour le droit local. Et donc, plus les scores d'Unterland sont importants, plus les sujets, et ces sujets, notamment linguistiques, sont pris en compte par les élus. Voilà, donc on a ce rôle à jouer en moyen de pression. Et je pense que
prochainement, on reviendra un jour aux responsabilités, et là, on pourra passer la phase supérieure. Mais c'est finalement un peu aux Alsaciens, aux électeurs, de nous donner ce mandat et cette légitimité à travers les urnes pour qu'on puisse défendre ces sujets. Ce que je vous propose, c'est qu'il est bientôt 19 h. C'était le premier live qu'on a fait sur la page en direct, donc la page d'Unserland. C'est le premier et ça ne sera sûrement pas le dernier puisque nous avons prévu d'autres interventions. Donc, je vous remercie à tous ceux qui ont participé, ceux qui ont posé des questions. On mettra la vidéo en entier parce qu'il me semble qu'il manque un peu le début de l'intervention de Paul, avec 2-3 problèmes techniques. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres interventions par vidéo et en direct. Martin? Merci vielmals, Olli. Unsere Sprache ist unsere Seele und das ist der Hauptmotor, der uns antreibt. Und die Sprache müssen wir zurückgewinnen. Es ist nicht eine Sache natürlich heutzutage, müssen wir wieder von ganz hinten anfangen, aber wir können es schaffen, die Sprache wieder zurückgewinnen. Merci vielmals. Unsere Sprache ist unsere Seele, unser Recht und wir kämpfen wieder. Schönen Abend zusammen. Schönen Abend.